Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré à Kiev le cardinal Pietro Parolin, actuel secrétaire d'État du Vatican. Ce dernier est venu préciser la position du pape François sur le conflit russo-ukrainien et notamment revenir sur la déclaration du souverain pontife début février, appelant Kiev à hisser le drapeau blanc et à négocier avec Moscou. Des propos qui avaient provoqué la colère des Ukrainiens et obligé le président Zelensky à rappeler l'Église à l'ordre. Sur le front, la Russie a bombardé Kherson et les communes environnantes dans la nuit. C'est ce qu'a annoncé le maire de cette ville. Une personne a été tuée, 2 hommes ont été blessés, un incendie s'est déclaré dans l'une des maisons touchées. Pour mieux assurer sa défense, l'Ukraine veut renforcer sa propre production de missiles afin d'être moins dépendante du soutien de ses alliés occidentaux. Selon Volodymyr Zelensky, le programme de missiles de son pays est dans une bonne dynamique. Nous nous rapprochons peu à peu de la possibilité d'utiliser nos propres missiles et de ne pas compter uniquement sur ceux fournis par nos partenaires, a déclaré le président ukrainien. Pendant ce temps, Moscou a procédé à des exercices d'armement nucléaire, notamment des missiles intercontinentaux Yars. Selon le ministère russe de la Défense, l'armée effectue des manœuvres intensives, notamment dans des zones forestières. Il s'agit du 2e exercice en un mois. Aucune menace concrète ne pèse sur les prochains Jeux Olympiques de Paris. C'est ce qu'a affirmé ce mardi Gérald Darmanin. À 2 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux, le ministre français de l'Intérieur a déclaré que plus de 4300 personnes avaient été empêchées d'assister aux épreuves parce qu'elles étaient susceptibles de présenter une menace pour l'événement et pour certaines d'entre elles figuraient sur des fichiers des services de police français ou étrangers. Près d'1 million de vérifications d'antécédents ont été effectuées sur des volontaires olympiques, des travailleurs et d'autres personnes impliquées dans les Jeux, ainsi que sur les demandeurs de laissez-passer ou de QR code pour entrer dans les différentes zones de sécurité. Alors, nous n'avons pas de menace caractérisée pour les Jeux Olympiques, ni les services de renseignement français, ni les services étrangers, amis, partenaires qui nous aident. Nous sommes aujourd'hui très attentifs évidemment à chaque signe faible, comme on dit dans le renseignement, mais nous n'avons pas de menace caractérisée. Certaines épreuves des Jeux débutent ce mercredi et la cérémonie d'ouverture sur la scène aura lieu vendredi soir. Lors d'une interview télévisée ce mardi, Emmanuel Macron a indiqué qu'il maintiendrait un gouvernement intérimaire jusqu'à la fin des Jeux Olympiques et a ainsi écarté toute nomination de Premier ministre en dernière minute. Plus tôt dans la même journée, la coalition de gauche qui a remporté le plus de voix lors des élections législatives a proposé Lucie Castet, une économiste peu connue du grand public, au poste de Premier ministre. Ma volonté, c'est dès qu'on le pourra, de pouvoir constituer en effet un gouvernement, parce que le pays a besoin d'un gouvernement pour prendre les décisions, préparer un budget, prendre les décisions pour le pays. Et donc, de manière évidente, jusqu'à la mi-août, on doit être concentré sur les Jeux. Et puis à partir de là, en fonction de l'avancée de ces discussions, ce sera ma responsabilité de nommer un Premier ministre ou une Première ministre et de lui confier la tâche de constituer un gouvernement et d'avoir le rassemblement le plus large qui lui permette d'agir et d'avoir la stabilité. Parmi les députés qui arpentent les couloirs du Parlement européen, il y en a un qui ne marche jamais seul. Chaque déplacement de Giuseppe Antocci est suivi par des officiers de police. Lorsqu'il était président du parc Nebrodi en Sicile, il a mis au point un protocole pour éviter que l'argent des fonds européens destinés à l'agriculture ne se retrouve entre les mains de clans mafieux. Ce dispositif a ainsi frappé l'un des principaux canaux de financement du crime organisé. Il est donc désormais un ennemi de la mafia. Diventare un nemico significa iniziare per prima cosa con le minacce, far capire che non devi andare avanti e se vai avanti arrivare, come si dice, fino all'ultimo miglio. Ciò è accaduto a maggio del 2016, dove io sono stato colpito dall'unico attentato di mafia dopo le stragi del 92. Io sono il primo uomo delle istituzioni che viene colpito con un'altra tentata strage. Insieme a me 4 valorosi uomini della Polizia di Stato che quella notte, dopo quel violento conflitto a fuoco, mi hanno salvato la vita e mi hanno riportato a casa da mia moglie e dalle mie figlie. Le dispositif de protection dont il bénéficie doit être appliqué à l'étranger. Élu au Parlement européen sur la liste du mouvement 5 étoiles, Giuseppe Antocci disposera d'une escorte à Bruxelles et à Strasbourg. Son bureau répondra à plusieurs mesures de sécurité. Il n'aura pas de fenêtre donnant sur l'extérieur. En tant que député européen, il compte prendre en charge le dossier qu'il connaît le mieux, la lutte contre le crime organisé. Io ho già proposto una risoluzione
per l'istituzione della CRIM, la commissione che si occupa della criminalità organizzata, è stata istituita solo una volta in Parlamento europeo. Noi abbiamo idea che le mafie sono globalizzate, noi abbiamo idea che la criminalità organizzata è presente in tanti territori, in tanti stati europei. Sa vie n'est faite que de limitations pour lui-même mais aussi pour sa famille. Il doit vivre dans une maison constamment surveillée, mais Giuseppe Antocci l'assure, cela en vaut la peine. Puoi morire in una strage di mafia come stava accadendo a me, quei valorosi poliziotti. Ci sarebbero state le commemorazioni, le lapidi, i ricordi, giusto così. Però sei morto una volta. Poi c'è un altro modo per morire, che è quello di alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio, sapere di non aver fatto il proprio dovere, sentirsi sporchi, sapere di non poter passare all'altra stanza e incrociare le tue figlie e continuare a dire loro che la vita va vissuta con rettitudine, senza abbassare lo sguardo e la schiena. Et allora quello specchio ti uccide ogni giorno. Giuseppe Antocci siégera au cours des 5 prochaines années au sein de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen. Au menu de la réunion informelle des ministres européens de la justice à Budapest, le renforcement de la compétitivité juridique de l'Union européenne. Le ministre hongrois de la Justice a rappelé la nécessité pour l'Union européenne de réaliser des progrès sur le plan économique, mais aussi sur le plan juridique. Selon lui, la coopération judiciaire doit être améliorée afin de soutenir la compétitivité de la justice européenne. L'utilisation potentielle de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique a également été considérée, notamment pour faciliter la navigation dans les règles juridiques de l'Union européenne, souvent opaques. Ha valakinek van egy jogi problémája, akkor válaszként a mesterséges intelligencia rá tud mutatni, hogy melyik jogszabályt kell alkalmazni, milyen jogirodalom van a háttérben, mi a joggyakorlat, tehát komoly segítséget tud adni a jogászvilágnak. Plusieurs ministres de la justice des pays membres ont boycotté la réunion en envoyant leur adjoint, afin de dénoncer le positionnement ambigu de Viktor Orban et de marquer leur désaccord avec sa supposée mission de paix en Russie. Lundi dernier, seuls 10 des 27 ministres de l'Intérieur ont assisté à la réunion informelle de leur département. La réunion des ministres de la Justice s'étant tenue dans la foulée, son nombre de participants pourrait bien être similaire. A következő napokban az uniós egészségügyi minisztereknek szervez informális találkozót Budapesten a magyar soros elnökség. A külügyminiszterek tanácskozása viszont előreláthatólag Brüsszelben lesz. Kónya Rita, Euronews, Budapest. C'est une angoisse pour les patients en Europe. Les listes de transplantation ne cessent de s'allonger et le continent fait face à des pénuries de dons d'organes. Cet acte sauve des vies et améliore le quotidien des bénéficiaires. De plus, les transplantations peuvent préserver l'équilibre des systèmes de santé. À titre d'exemple, un greffé du rein coûte à l'Espagne 30 000 € de moins par an qu'un patient sous dialyse. La présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne envisage un nouveau plan qui favoriserait les échanges entre les États membres. One way will be also to go across borders and to try to communicate and organize the correct relations with in other countries, which can permit exchange of the organs, a fast track for the transplantation and organ procurement. The next point can be also the transport of the organs. You know that there are a lot of obstacles, financial obstacles, which can block the fast transport, which can reduce the quality of the transplantation of the organs. L'Union a mis en place entre 2009 et 2015 un plan en faveur du don d'organes et de la transplantation qui a permis d'augmenter de 21% les donations à l'échelle européenne. Toutefois, cette tendance varie fortement d'un État membre à l'autre. Le taux annuel passe de 47 pour 1 million d'habitants en Espagne ou 31,5 au Portugal à 2,1 en Bulgarie ou encore à 3,3 à Chypre. L'une des options pour encourager les dons consiste à faire appel à des donneurs dits marginaux, c'est-à-dire des personnes plus âgées ou des citoyens dont les organes sont en moins bon état. Il s'agirait d'une solution à court terme pour réduire les listes d'attente. The classical donor which exists before, I can say that a young donor who has some accident, a traffic accident or something like that, it's nearly disappeared from the scope because of the quality of life, because of the security in the roads, in the ways, and the security of the vehicles. So that it's now exception. Une autre idée évoquée est de convaincre certains États membres, comme l'Allemagne,
de changer leur législation pour permettre à tous leurs citoyens de devenir donneurs, à moins qu'ils n'indiquent le contraire. C'est déjà le cas dans 18 pays, dont la France, l'Espagne et le Portugal. Explosion de sensualité dans les rues de Rome. 8 œuvres monumentales de Fernando Botero ont été exposées au cœur de la capitale italienne. Un dialogue entre formes contemporaines et architecture classique en hommage à l'artiste colombien décédé le 15 septembre dernier. Botero ha sempre detto che non ha mai dipinto una donna grassa e non ha mai sculpito una donna grassa. Quello che lo affascinava era il volume. Questa sua capacità di dare al volume delle forme che per noi sono gradevoli et attrattive sicuramente ne fa uno scultore che ha segnato il Novecento. Une installation qui rencontre déjà un grand succès auprès des touristes et des habitants. Botero è un artista che conosco da tantissimo, lo trovo meraviglioso, questo gattone splendido. Trovo meraviglioso che la città di Roma gli dedichi questa mostra in strada in modo che tutti i cittadini possano godere della bellezza delle sculture di Botero e della sua arte. È veramente bello, spero che continuino a farne ancora tantissime. L'exposition en plein air organisée par Lina, la fille de Fernando Botero, est visible jusqu'au 1er octobre 2024.